mais il y a déjà une expérience de gauche radicale au Québec depuis maintenant 15 ans, et on doit s'employer à garder cette fenêtre ouverte et à l'agrandir autant que possible, et je pense que nous en avons les moyens. Et peut-être que là, dans cette marche, on va réaliser sur ce que Karen, je reprends un peu le mot parce que je pense que c'est parfaitement cohérent avec les tâches qu'il y a devant nous, et là je me permets de parler vraiment du point de vue de Québec solidaire. Il y a des tâches devant nous, et l'accomplissement de ces tâches dépend de plusieurs choses, on y arrivera, mais c'est sûr qu'un premier jalon important, c'est de tabler sur notre capacité à assurer l'hégémonie sur le plan des idées, à ce shift hégémonique que Karen appelait de ses voeux et qui est en train de se produire de manière, disons, étendue, massive maintenant, à grand bruit en Europe, mais qui, rappelons-le, depuis une dizaine d'années au moins, à travers des combats que nous avons menés sur le plan électoral, des combats que la société a menés, que les forces vives de la contestation de l'ordre dominant ont réussi à faire, que ce soit dans la bataille des gaz de schiste, que ce soit le mouvement étudiant et bien d'autres ont réussi à inscrire. Graduellement, on observe même au Québec un changement hégémonique sur le plan des idées jusqu'au point où, rappelons-nous deux choses. Il y a une dizaine d'années, lorsque Jean Charest a commencé, il parlait d'une réingénierie et il disait que l'État québécois n'a pas les moyens de ses services. 10 ans plus tard, Philippe Couillard, qui est en tout point similaire, sinon pire, sur le plan des orientations économiques que Jean Charest, c'est-à-dire un véritable conservateur, dit que nous allons appliquer l'austérité, non plus parce que nous voulons diminuer les services publics, mais il est obligé de prétendre que l'austérité, dans le fond, c'est pour accéder au paradis des services publics. Hein. Vous avez même entendu son ministre le président du Conseil du Trésor, certaines associations de thèmes qui étaient à connotation religieuse. Il faut souffrir aujourd'hui pour notre bonheur demain, pour l'accès au paradis qui serait le financement de nos services publics. Alors il y a un changement de paradigme énorme. Je peux en parler de d'autres sur la question de l'évasion fiscale, sur la question du 1% versus le 99%. Est-ce que c'est pas après tout même le Parti libéral du Canada de Justin Trudeau qui a été obligé de s'associer à l'idée de remettre en question le 1% en faveur du 99%? Et là, on peut en nommer plusieurs, et un changement de paradigme essentiel, rappelez-vous avec quelle détermination, depuis au moins 15 ans, si ce n'est pas 2 décennies, l'ensemble de la classe politique du Québec, y compris ceux qui se situent, soi-disant, dans la gauche institutionnelle, avaient accepté l'idée que oui, ça n'a juste pas de bon sens, que les frais de scolarité soient si bas au Québec, il faut absolument les dégeler et progressivement l'augmenter. Après le mouvement étudiant de 2012, bien sûr, certains y verront un demi-échec, mais moi j'y vois une formidable victoire, parce non seulement il n'est plus question de dégeler, sinon que d'indexer les frais de scolarité, mais on peut parler aujourd'hui, sans se faire rire de nous par les médias de masse, de même la gratuité de l'accès à l'éducation supérieure. Donc, on espère pouvoir, et on espère que nous nous attelons à cette tâche, de garder avec tous les moyens à notre disposition la fenêtre d'espoir, celle auquel faisait référence Yanis ouverte, et ce changement de paradigme, ce changement de chiffre s'opère, bien que parfois nous avons, nous à la gauche québécoise en Amérique du Nord, un peu de difficulté à reconnaître nos propres forces. Je voudrais revenir sur les conditions, parce que c'est ça, après tout, qui nous intéresse, une condition d'une émergence et de la croissance d'une alternative politique de gauche au Québec. Bien sûr, il peut parfois survenir des conditions économiques de crise importantes, de l'échelle qu'a connue la Grèce, de l'échelle que connaît l'Espagne, avec un chômage de 50% chez les jeunes, au-dessus de, je crois 25% chez l'ensemble de la population, qui peuvent accélérer le cours de l'histoire et emmener de secteurs importants de la population à se détourner des parties du statu quo et à oser de faire des choix qui sont plus cohérents avec leurs propres intérêts, avec ce que Pablo disait, ils sont dans le fond avec nous. C'est souvent une prise de conscience à travers ces crises de là où
doit se faire le lien et la conclusion de la prise en conscience de leurs intérêts qui sont mis en jeu. Faut quand même se rappeler que malgré les apparences, le Québec, et c'est pas nous qui le disons, c'est Pierre Fortin, un signataire du Manifeste des Lucides, qui a démontré preuve à l'appui que si on tient compte du ralentissement des investissements de l'État par rapport au PIB, après tout le Québec est troisième champion à l'échelle internationale de l'austérité, après le Japon et l'Australie, bien avant l'Allemagne, bien avant la France, et j'imagine, là j'ai pas regardé, je pense que l'Espagne n'est pas inclus dans ce palmarès. Donc il y a des politiques d'austérité qui sont mises en place, c'est-à-dire 3,3 milliards de dollars de baisse d'investissement de l'État sur un PIB annuel d'à peu près 300 milliards de dollars. Donc au Québec, il y a des mesures d'austérité très graves. Mais de l'autre côté, il y a aussi des conquêtes sociales et des conquêtes en termes de services publics qui ont une certaine robustesse et qui résistent tant bien que mal à 2 décennies de déconstruction de l'État qui font en sorte que les effets ne se font pas ressentir avec autant de violence que le vivent l'Espagne, la Grèce ou d'autres pays européens. Donc, ça c'est une condition. Mais nous n'attendrons pas cette condition-là pour marcher. Une autre condition essentielle, c'est la capacité d'une alternative politique à gagner la confiance de ses alliés sociaux. Évidemment, les alliés sociaux, le mouvement social n'est pas homogène. Karen, tout à l'heure, un peu plus tôt de la journée, se plaignait même de certains mouvements sociaux en Allemagne, dans son propre comté, qui lui rendent la vie dure à cause, que les mouvements sociaux peuvent parfois être même de droite. Mais au Québec, si on fait le bilan, je ne rentrerai pas dans le détail, 40 000 organisations instituées avec charte et tout, ou organismes ad hoc, citoyens de toutes sortes, organisés pour différentes causes, 40 000 à l'échelle du Québec, constituant une force de mobilisation, et on l'a vu à plusieurs reprises lorsqu'il y a suffisamment de travail ordonné et conséquent et constant dans le temps, avec une capacité de mobilisation sans précédent. On a vu des rassemblements dans le petit Québec de 8 millions, parfois de 100 000, 150 000 alentours d'enjeux sur lesquels les mouvements sociaux ont réussi à coaliser leurs forces, qui montrent la capacité de la gauche sociale à faire valoir ses points et à mobiliser. Maintenant, le lien entre la gauche sociale et la gauche politique n'est pas évident. Il y a des paradigmes en cause, et j'ai écrit un article dans un livre que je vous invite à lire si vous avez le temps, si le sujet vous intéresse, sur le renouveau du mouvement syndical qui se penche sur ça. Il y a une culture organisationnelle en place depuis à peu près 4-5 décennies qui fait en sorte que le lien entre les mouvements sociaux et une alternative de gauche aussi obéissant que nous, le Québec solidaire, aussi soumis à l'inféodation, donc là je le dis à peine en blague, vous le comprendrez, la traduction de cette alliance n'est pas possible. Il y a des remises en question, les gens se penchent, ce n'est pas le sujet de notre propos aujourd'hui, mais il est certain que rien de substantiel ne pourra être possible sur le plan politique si nous ne réussissons pas à terme à changer quelque chose, au moins en partie, dans ce vieux paradigme qui suppose que pour avoir leur indépendance, les mouvements sociaux doivent respecter une stricte neutralité politique, ce à quoi nous répondons. Mais quelle est la valeur de l'indépendance si un mouvement indépendant autonome n'a pas la liberté de faire des choix conséquents avec ses objectifs au moment le plus crucial sur le plan politique? Donc il y a une remise en question que nous voulons, que nous entendons, et le mouvement social s'y attelle. Mais là où on me laisse 2 minutes, je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Je veux que nous retrouvions confiance en nos forces. C'est que, comme disait Pablo, le peuple est avec nous. Pour différentes raisons que je ne rentre pas en détail, bien sûr, le prisme électoral, notre poids dans les sondages n'est pas un bon baromètre, parce qu'il y a toutes les distorsions introduites par le mode de scrutin, par les jeux médiatiques, par l'argent immense entre les mains de nos adversaires pour monter les sondages qui veulent en leur faveur, monter les campagnes électorales qui veulent en leur faveur, avec des alliances stratégiques entre certains groupes médiatiques et des partis au pouvoir, comme vous le savez. Mais il y a eu quatre sondages importants sur les enjeux de société au cours des 10 dernières années. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je citerai simplement un sondage à la fin d'une série d'émissions à Radio-Canada sur le socialisme et le bonheur et le capitalisme. On demandait aux gens, entre les deux systèmes, lequel réaliserait le mieux votre bonheur.
Alors, à ma grande surprise, une majorité de Canadiens, donc il faut supposer qu'au Québec, on n'est pas en retard là-dessus au Canada, une majorité de Canadiens ont dit que le socialisme réaliserait mieux leur bonheur. Ça, c'est octobre 2002. En 2007, rappelez-vous, après un an d'intenses débats entre le manifeste des Lucides et le manifeste des Solidaires, il y a eu un sondage pour le compte des Lucides, par nul autre qu'André Pratt, avec des billets admis suivant le sondeur lui-même en faveur de Lucides. Essayez d'obtenir des réponses en faveur des Lucides. Sur 5 des 6 questions d'enjeu de société. On n'a pas demandé est-ce que vous allez voter Françoise David ou Lucien Couchard. On a demandé sur ces 6 enjeux-là, voici 2 solutions. Puis on offrait la solution des Lucides et des Solidaires sans les nommer. Voici 2 solutions. Sur 5 des 6 questions, les Solidaires ont gagné parfois dans un rapport de 2 pour 1. Sur toutes les questions, sauf une, qui était la question de la santé qui était biaisée, qui disait s'il y a un système de santé privé qui peut désengorger les urgences et le système de santé publique, êtes-vous d'accord? Ben oui, qui peut être contre la vertu? Plus tard, après une campagne de 1 an et demi de Québec dans le rouge, l'Empire québécois, avec la démagogie habituelle, anti-syndicale et anti-BS, pose la question, en fait, on demande aux gens de s'identifier à code courant. Encore là, on ne nomme pas de parti politique, on ne nomme pas de personne, on ne nomme pas de bannière. On définit la gauche, le centre-droit et la droite. Puis on dit aux gens, voici des définitions, dans quelle catégorie vous situez-vous? Est-ce que quelqu'un qui a une idée? Juste comme ça. À gauche. Comment? 40% gauche. 40% à gauche. Vous rêvez en couleur, monsieur? Eh bien non, vous ne rêvez pas en couleur. 83% se situent à gauche ou au centre-gauche au Québec, avec une incidence encore plus grande chez les jeunes en bas de 35 ans. Mais la question essentielle a été posée dernièrement, en 2012. D'accord? Pour moi, c'est la question essentielle qui définit notre enjeu de lutte contre l'austérité. L'Institut Broadband a fait une enquête sur 2000 Canadiens à travers le Canada. La question était la suivante: préférez-vous qu'on baisse vos impôts ou qu'on améliore les services publics? Avez-vous une idée des résultats? Vous qui rêvez en couleur? 40% gauche et 43%. Non, mais je parle de ça, là. D'accord? 74% des Canadiens, dont 59% des électeurs conservateurs. Alors, quand Pablo disait les gens sont avec nous, imaginez qu'en réalité, sur la base de nos valeurs et de leurs valeurs, sur la base, des principes ou de leurs intérêts, plutôt que des valeurs de leurs intérêts, quand on leur pose la question, voulez-vous des baisses d'impôts ou voulez-vous des services publics, la majorité des gens sont avec nous. Il n'en tient qu'à nous, qu'à transformer nos pratiques, nos discours, pour être à l'écoute des gens, parce qu'après tout, oui, et je le répète, non seulement un autre Québec est possible, mais un autre Québec est en marche pour devenir possible. Merci beaucoup.